des mots pour dire qui on est, qui on veut devenir. Des mots qui crient, des mots qui pleurent, des mots qui rient, des mots d'amour couchés sur le papier. Marie-Charlotte Aubin est photographe, comédienne et auteure. Récipiendaire du prix Pichet de poésie 2010 pour son recueil « Je reviens de mourir, Guillaume », elle se distingue avec ses images illustrant la banalité des petites choses du quotidien. Marie-Charlotte Aubin enchaîne les lectures publiques depuis 2007 et offre fréquemment des performances littéraires dans le cadre de nombreux festivals. Marie-Charlotte Aubin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous vous êtes livré un exercice pour nous. Vous avez revisité votre bibliothèque pour... Ça a été difficile, des choix cruels. Donc, vous avez choisi 3 livres dont vous allez nous parler. 3 lectures qui ont été très importantes dans votre vie, qui ont une signification particulière. Oui. On commence tout de suite avec Yasmina Khadra, Cousine K. Je pense que j'étais en secondaire 4 quand je suis tombée sur ce livre-là par hasard. Je pense que c'est la couverture avant toute chose qui m'a interpellée. Je farfouillais dans la librairie, là, pas loin de chez mes parents. J'avais pas encore d'emploi, donc c'est vraiment... Je faisais juste lire, je faisais du théâtre, j'écrivais et j'étais à l'école. Je connaissais pas Yasmina Khadra, c'est vraiment le premier que j'ai lu de cet auteur-là. Ensuite, j'ai vraiment tout lu. Jusqu'à tout récemment, il a sorti un nouveau livre et... c'est son seul livre qui est vraiment consacré comme un monologue, finalement. Donc, j'étais interpellée beaucoup par le théâtre et c'était un livre qu'on pourrait vraiment faire sur scène. On suit vraiment la névrose d'un jeune homme qui se remémore son enfance terriblement violente avec sa mère. Donc, c'est un récit qui est violent au niveau psychologique, de la violence physique aussi à l'intérieur. Mais c'est d'une beauté là, au niveau de l'écriture, au niveau des métaphores. L'écriture de Yasmina Khadra est propre, donc pour la grandeur de ce livre-là, c'est court, ça se lit en une soirée, mais il faut être fort parce que c'est vraiment dur là, comme livre. Il y a du meurtre, il se fait de la violence à lui-même comme il en fait aux autres, il est très, très refermé sur lui-même. Et on suit toujours ce personnage-là qui est anonyme, on ne sait pas son nom, on ne sait rien, on ne sait pas les noms autour de lui non plus. Donc il y a sa cousine, sa mère, son père. Et c'est vraiment tout ce qu'on suit, c'est vraiment intéressant. Donc, une première introduction à l'œuvre de Yasmina Khadra. Ça se passe toujours en Algérie aussi, là, donc Yasmina Khadra tourne autour toujours de ces pays-là. Ce livre-là est un peu différent d'ailleurs de ces autres. Oui. Bon, vous disiez la forme au niveau du monologue. Les autres, il y a toujours il y a des dialogues, toujours. C'est un roman propre, là, les autres livres de Yasmina Khadra. Celui-ci, c'est vraiment que de l'introspection. Ça se passe toujours dans la tête du personnage, il n'y a pas de dialogue avec personne. C'est ce qui est la force aussi de ce roman-là. Puis comme vous écrivez aussi, j'imagine que ça... ça se rapproche, oui. C'est un univers qui se rapproche, du moins. Merci pour cette belle revue de Yasmina Khadra. On passe à un autre registre complètement. Complètement. Simon Boulris, Les Jérémiades. Je vous laisse en parler. Les Jérémiades. J'ai connu Simon Boulris en 2009 à la remise des prix Pichet de poésie au Festival international de la poésie de Trois-Rivières. Il recevait le prix pour saigner des dents. Et c'est un personnage. Déjà, juste lui en soi, c'est un personnage sur scène à la remise de prix. Et j'avais acheté ce livre-là un peu avant. Ça coïncidait, la sortie coïncidait vraiment avec la remise de prix. Donc, c'est soit un peu après ou un peu avant que je l'avais acheté. Et j'ai embarqué dans ce livre-là comme jamais. Je pense que ça fait 13 fois que je le lis. Dès que j'ai envie juste de lire pour lire, juste pour revisiter une œuvre que j'ai adorée, c'est Les Jérémiades que je sors. Puis c'est pour ça qu'il est tout abîmé, il est tout écorné, il est noté de partout. Relu, annoté. Je trouve que c'est... Simon Boulris, je pense que c'est un des auteurs les plus prolifiques en ce moment. Tout à fait, oui. Il sort autant du théâtre, de la poésie, des romans. Javotte, dernièrement, qui est hallucinant aussi. Mais Les Jérémiades, c'est un retour vraiment vers l'enfance.
c'est l'univers de Simon Boulris déjà en partant. Donc, pour un premier roman, il s'affiche vraiment bien dans son univers qui est « L'enfance nous quitte jamais ». Autant aussi dans son style d'écriture qui est... Je pense que quand j'ai lu ce livre-là, j'ai pu me référer au niveau de l'écriture parce qu'on écrit un peu de la même manière au niveau des images, très imagées. Et j'étais là, enfin, il y a un auteur qui ressort de l'ordinaire au niveau de ce sens-là littéraire. Et c'est ça, c'est vraiment un livre qui m'a marqué énormément. Juste de la manière que le roman commence, c'est tellement inhabituel de voir ça. La plupart des œuvres de Simon Boulris sont des débuts c'est hallucinant. Des mises en scène. C'est pour ça que je l'ai sorti, ce livre-là. Ben, j'aurais pu sortir Javotte aussi, qui m'a vraiment marqué. Mais oui, donc Marie-Stella, qui est sa première pièce de théâtre qu'il a publiée aussi, qui est vraiment une très bonne pièce. Pour une première pièce écrite, c'est assez fort. Vous le disiez, Simon Boulris est dramaturge aussi. Ça sent beaucoup son talent de dialoguiste dans tous ses écrits. Les dialogues ne s'épuisent jamais. Il y a toujours une force dans ces dialogues qui est intéressante. Donc, écrivaine vous-même, vous vous sentez quand même une certaine parenté avec la langue de Boulris ou avec... c'est justement, je pense, probablement qu'il ressort du théâtre. Oui. Le fait que j'en ai fait. Vous avez ce parcours-là aussi. Et le fait que je fais de la photographie aussi ressort le côté imagé. Et peu importe le livre de Simon Boulris qu'on ouvre, c'est excessivement imagé. On dirait que c'est une photographie qui nous happe en pleine face à chaque fois. Là. On peut dire de ce premier roman aussi que le sujet, on parle de l'enfance, de l'homosexualité aussi. C'est un roman où il se livre quand même beaucoup. C'est de l'audace, selon moi, là, de mettre l'homosexualité si jeune aussi. C'est ça, oui. Et un roman qu'on pourrait mettre au secondaire, mais étant donné qu'il y a vraiment des scènes explicites, de là, les profs vont non, finalement, ils iront le lire plus tard, là, mais juste pour ça, c'est hallucinant. Merci. On passe maintenant à un livre jeunesse. En fait, c'est Rose, derrière le rideau de la folie. Élise Turcotte. Et illustré par Daniel Sylvestre. Élise Turcotte, je voulais absolument avoir un livre d'Élise Turcotte parce que j'ai tout aimé, autant ses romans jeunesse à la courte échelle. Ça, c'en est un autre à la courte échelle qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est encore un peu dans les mêmes thématiques, autant l'enfance que l'internement et tout ça. Là. Donc, on suit une adolescente de 14 ans, Rose, qui est internée et qui un peu parle de tout l'univers de l'internement autour d'elle, de son univers à elle, qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard, qu'est-ce qu'elle devient maintenant. Et c'est vraiment un beau récit, très poétique. Donc, c'est la Élise Turcotte qu'on connaît de la poésie et Élise Turcotte qu'on connaît du roman. Et magnifiquement illustré par Daniel Sylvestre, qui vient vraiment mettre en valeur chacun des mots, chacun des emphases à faire. Et c'est vraiment un livre. Et c'est très intéressant parce que c'est un livre qu'on pourrait autant mettre, parce que c'est un album jeunesse. Dans les librairies, on le classe dans les albums jeunesse. Mais il pourrait être dans la section ado, il pourrait être dans la section poésie, il pourrait être dans la section album jeunesse. Et si les parents pourraient faire un suivi avec les enfants avec ce livre-là, comme les enseignants aussi, c'est vraiment un livre intéressant qui m'a vraiment touchée. C'est une belle œuvre graphique, vous en parliez aussi de c'est vraiment le mariage entre c'est l'audace de la courte échelle aussi d'avoir fait ça, je pense. Ils ont vraiment osé. Donc j'espère que vous allez donner envie à nos auditeurs de découvrir ça parce qu'effectivement, c'est vraiment, je pense, une œuvre à part qui peut être une introduction intéressante à l'œuvre d'Élise Turcotte. C'est une introduction à la poésie, c'est une introduction à cet univers-là aussi, à la BD graphique aussi, parce que Daniel Sylvestre fait aussi de la BD graphique, à La Mèche, entre autres, qui est sortie récemment. Donc, c'est vraiment, ça ouvre là, vers plein d'univers littéraires là, qui sont intéressants. Merci beaucoup, Marie-Charlotte. Ça fait plaisir.
Réalisatrice, auteure et scénariste, Geneviève Lefebvre écrit pour la télévision et le cinéma. Elle est également la conceptrice des savoureuses capsules web chez Jules. Elle agit comme chroniqueuse dans plusieurs magazines. Elle signe également le blog Chronique Blonde, dont la qualité littéraire des textes lui a valu des nominations au Canadian Weblog Awards. En 2009, elle publiait un premier roman, Je compte les morts, et nous revient cette année avec La vie comme avec toi chez Libre Expression. Geneviève Lefebvre, bonjour. Bonjour Anne-Pascale. Bienvenue à Identité littéraire. Merci. Alors, vous nous parlez aujourd'hui de 3 lectures qui ont été vraiment marquantes dans votre vie. On commence tout de suite avec Lord of the Flies de William Golding. Oui. Donc, un livre que vous avez lu à quelle époque de votre vie, diriez-vous? Adolescente. 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 C'était, je pense, un de mes premiers livres en anglais. Je découvrais que je viens de la campagne, il n'y avait pas beaucoup de livres en anglais, puis je pense que je devais être allée voir une de mes cousines en ville, et puis je découvrais ça. Je l'ai lu en une fin de semaine, et ça parlait de toutes les adolescences. Ça parlait de mon école, ça parlait du monde pas fin à l'école, ça racontait la vérité sur les enfants et les adolescents, c'est-à-dire qu'on est des êtres humains comme les autres, et donc parfois cruels. Ça, c'est une gang de gars qui tombent d'un crash d'avion sur une île déserte et qui vont jusqu'au meurtre. Et ça dit que même des enfants sont capables de se rendre jusque-là. La cruauté, finalement. Oui. Qui n'est pas du tout étrangère à l'enfance, au contraire. Pas du tout. Puis moi, j'avais pas connu de livres où on parlait des enfants comme ça. Et tout d'un coup, ça disait, mais mon école, c'est ça. Puis il y a quelqu'un qui en parlait. Je dirais que vous identifiez finalement oui. au personnage. Il y a quelqu'un qui, tout d'un coup, je voyais que dans un livre, quelqu'un pouvait dire la vérité. Ça m'a flabbergasté. Donc, c'est marquant, j'imagine, oui. quand on tombe sur une lecture qui nous... Est-ce que ça vous ébranlait, en quelque sorte? Non, parce que ça faisait... C'était la vérité. C'était un soulagement. C'était comme, enfin, quelqu'un en parle. Enfin, il y a un auteur, il y a une histoire qui dit qu'est-ce que je vis tous les jours, puis que dans les livres, je trouvais pas un conte de fées, là. Non, tellement pas. Tellement pas. Et puis, est-ce que ça vous a... Donc, vous l'avez lu en anglais, ce livre-là. Au niveau de l'écriture, est-ce que ça vous touchait ou c'était vraiment plus l'intrigue, l'histoire? Aviez-vous un rapport à l'écriture à ce moment-là? Oui, je lisais déjà beaucoup. Mais c'était le début de mon histoire d'amour avec la littérature anglaise. Oui. Oui. Donc, ça vous a amené vers d'autres auteurs? D'autres auteurs, un autre marché, une autre culture, une autre façon d'écrire. Ça a été comme ça aussi une révélation. Donc, autant au niveau de l'intrigue, de la vérité, de l'humanité finalement, oui. Qu'une révélation au niveau de l'écriture. Oui, de l'écriture aussi. Donc, je comprends votre choix. C'est pas facile comme exercice, hein, de trouver... C'est super dur. Alors, votre deuxième choix, donc, La détresse et l'enchantement de Gabrielle Leroy. Donc, autobiographie publiée à titre posthume que vous avez lu ça un peu plus tard. À 30 ans. Oui, d'accord. Et je pense que je me suis ruinée à l'offrir à toutes les filles que j'aime. Est-ce que tu as lu Gabrielle Leroy? Est-ce que tu as lu La détresse et l'enchantement? Je trouve que c'est un livre que toute femme doit lire. C'est la vie de toutes les femmes. C'est notre vie. Il y a des scènes, là, tu pleures à chaudes larmes. Je l'ai offert à une de mes belles-sœurs qui lisait dans le cours chez nous puis qui pleurait. Puis je disais, c'est à la scène à la gare où elle quitte sa mère, hein? Ah. Donc, Gabrielle Leroy, immense écrivaine. Est-ce que vous aviez lu autre chose d'elle ou c'était... J'avais lu Les enfants de ma vie à l'école, obligée. Oui. C'est pas le même rapport quand c'est une lecture imposée. Pas du tout le même rapport. Puis après ça, j'ai lu Bonheur d'occasion, puis j'ai lu tout ce qu'elle a fait. Mais je reviens toujours à La détresse et l'enchantement. Donc, pour le propos, pour l'écriture, qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans ce livre-là? Je dirais que pour moi, les deux sont indissociables. Juste du style... Ça vous laisse... Non, totalement différent. Juste le style, juste le propos. Des fois, il y a des propos qui sont mal racontés, donc ça passe tout droit aussi. Donc, pour moi, les deux vont ensemble. Mais il y a une grande élégance dans l'écriture de Gabrielle Leroy.
une grande simplicité aussi et une grande complexité. C'est-à-dire qu'elle ne rebute jamais le lecteur. On sait où on est, on sait avec qui, on sait comment elle se sent, on sait comment les personnages sont. Je veux dire, jamais elle laisse son lecteur tomber, jamais, jamais, jamais. Tu es avec elle tout le temps. Et vous êtes écrivaine vous-même. Est-ce que vous diriez que ça a une influence ou enfin... C'est dur à dire, les influences. Hein? Je pense que c'est plutôt à quelqu'un d'autre de le voir. Ouais. Nous, on ne se voit pas. Donc, c'est sûr que généralement, les lectures qu'on fait vont nous habiter et puis probablement que ça peut avoir une influence. Mais vous diriez pas, non, je me sens vraiment parente de Gabrielle Roy ou enfin d'un autre écrivain. C'est trop difficile. Bien, il y a peut-être que quand j'aurai 85 ans, je pourrais le dire. Là, ça me semble tôt un peu pour être capable de... Puis j'imagine qu'on prend un peu partout, qu'on est influencé. Des fois, on le sait, des fois, on ne le sait pas. On passe ensuite à complètement autre chose, en fait. What I Talk About When I Talk About Running de Haruki Murakami. Donc, vous avez lu ça, j'imagine, plus récemment. Oui. C'est un titre assez récent. 2 ans ou 3 ans à peu près. C'est une fille qui s'appelle Patricia Tessier, qui était coureuse, qui me l'a offert en français, qui était traduite du japonais. Oui. Et la version française, le japonais est une langue dont on dit qu'elle est assez économique et sèche. Donc, le français, ça fonctionnait pas très bien pour la traduction. Donc, je l'ai racheté en anglais pour voir. Mais effectivement, c'est mieux. Vous l'avez lu d'abord en français? D'abord en français. Et... Ça vaut la peine, des fois, de voir comment les traducteurs font leur travail. C'est intéressant aussi. Tout à fait. Et vous courez, vous aussi, J'ai lu ça. Donc, un rapport particulier, j'imagine, à ce livre-là, puisque vous êtes vous-même coureuse. Pouvez-vous nous parler un peu de... Bien, c'est un auteur, Murakami, d'abord. Et puis, il s'est mis à courir parce qu'il avait tenu un bar, puis il voulait se mettre en forme, puis il avait passé des années dans les bars avec des gens qui fumaient. Donc, il a commencé à courir et je trouve que c'est la parfaite métaphore pour tout ce qui est difficile dans nos vies, mais qui en vaut la peine. Je pense que chaque être humain a des fois des projets de vie qui lui semblent insurmontables, où les difficultés sont nombreuses, où il faut faire des efforts, où c'est difficile, où ça prend beaucoup de travail. Et puis, c'est exactement la comparaison entre le roman, l'écriture d'un roman, et puis la course à pied fitait parfaitement. Puis je me suis rendu compte que ça allait pour tout ce qui tient à cœur aux gens, finalement. Dès qu'on a un projet, c'est sûr qu'on va rencontrer des difficultés, c'est sûr qu'on va avoir besoin de travailler. Bien, écoutez, ça a été vraiment très, très, très agréable de vous recevoir aujourd'hui. J'espère que vous avez donné le goût de se replonger dans des œuvres qu'on a déjà lues ou d'en découvrir. Alors, merci beaucoup. Merci Anne-Pascale et bonne lecture. Maude Neveu-Villeneuve enseigne la littérature au collégial. Elle travaille également comme correctrice. En 2006, elle cofonde la compagnie de théâtre Les Veilleurs et depuis 2011, elle fait partie des 4 têtes dirigeantes des éditions de ta mère. Elle vient de faire paraître son premier roman, Partir de rien, aux éditions de ta mère. Maude Neveu-Villeneuve, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Alors, vous nous parlez aujourd'hui de 3 lectures marquantes, 3 livres qui ont été vraiment significatifs dans votre parcours de lectrice. On commence tout de suite avec Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Donc, un livre que vous avez apporté, qui a été lu, je vois. Oui, il est assez... je pense que c'était quand même, à ma défense, une édition usagée. Donc, je ne suis pas la seule à l'avoir abîmé comme ça. Un livre qui a du vécu. Oui, mais d'ailleurs, on le voit à sa couverture, il est assez vintage. C'est pas une édition récente. C'est ça, pas vraiment. C'est un livre, en fait, qui m'accompagne depuis vraiment longtemps. Ça doit faire, mon Dieu, je sais pas, au moins 10 ans, là, facilement, que je traîne ce livre-là avec moi, que je le relis une fois chaque année ou 2 ans peut-être. J'aime bien relire les livres, mais c'est sûrement celui-là que j'ai relu le plus, je pense. Je l'ai connu vers, donc ça fait 10 ans, je devais avoir à peu près 15 ans. Oui, donc ça fait plus que 10 ans. En fait, c'est ma tante qui est une grande lectrice de Simone de Beauvoir, féministe et tout ça, qui me l'avait conseillé quand j'étais ado.
jeune ado, vers 13-14 ans. J'étais peut-être un petit peu jeune pour lire ça, là, ça m'avait un petit peu rebuté. Puis j'étais tombée dessus par hasard dans la librairie, la bibliothèque de gens chez qui je gardais à 15-16 ans. Puis finalement, les enfants étaient couchés, puis je dévorais ça chaque soir jusqu'à ce que je finisse par oser l'emprunter à la mère. Et depuis ce temps-là, je le lis sans arrêt. C'est comme mon livre de chevet, finalement. Donc, c'est vraiment le premier volet, finalement, de la série autobiographique là, de Simone de Beauvoir. Donc, on voit les 20 premières années de sa vie. On est en contact avec son éveil philosophique, son engagement social, etc. Oui, c'est vraiment la formation de son esprit, là, si on veut. Puis c'est comment est-ce que d'une enfant, elle va devenir une écrivaine puis une philosophe. Puis je pense que c'est ça qui m'attire tellement dans ce livre-là. Ça va jusqu'à sa rencontre avec Jean-Paul Sartre environ. Et bon, à 16 ans, c'est particulièrement romantique, là, la rencontre avec Jean-Paul Sartre. Là, ça trouve son égal. Ils vont pouvoir parler de philosophie ensemble. Disons que je rêvais un peu de rencontrer mon Jean-Paul Sartre. Et ça m'a toujours beaucoup impressionné, cette rencontre-là entre les deux. Mais aussi, quand je le relis maintenant, j'ai dépassé un peu cet âge-là, là, de 20 ans, mais je me retrouve encore dans toute la volonté de faire quelque chose de sa vie, d'écrire, ça vient vraiment me chercher. Pour ça, c'est comme une dose d'énergie et de vitamine à chaque fois. C'est comme une motivation, en fait, ce livre-là. Donc, dans votre vie professionnelle, ça a un impact aussi. Bon, vous êtes professeure de littérature au collégial. Vous êtes écrivaine également. Donc, oui, elle a publié son premier roman. Oui, quand même. C'est un grand mot, c'est de dire écrivaine avec juste un livre. Là, mais disons que vous avez cette voix-là en vous. Donc, il y a un rapport évidemment particulier, j'imagine, avec Simone de Beauvoir, avec ce livre-là, au niveau de l'écriture. Oui. Vraiment. En fait, je pense disons, là, vers 18-20 ans, je me suis un peu prise pour Simone de Beauvoir. Là. Puis, elle a un peu forgé ma vision de la femme écrivaine, femme philosophe, du professeur aussi. Son rapport à l'enseignement puis aux études m'a beaucoup influencée, mais surtout dans les tomes suivants aussi, là, où je voyais comment elle enseignait à ses élèves, puis le rapport qu'elle avait avec eux, de les mettre vraiment un peu comme des égaux, puis de ne pas leur rendre ça facile comme tâche. Bon, c'est un modèle un peu, là. J'en suis un peu revenue quand même depuis. J'ai pris mes distances. J'ai pu étudier à l'université aussi ce livre-là et ses mémoires en général. Donc, un autre regard. Oui. Donc, j'ai pris un peu de distance critique. J'ai vu aussi comment elle construisait son propre personnage. Donc, ça m'a permis d'avoir un peu plus de jugement là, par rapport à ça, mais ça reste quand même un modèle important là, dans ma vie. Vous nous parlez ensuite de Régent Ducharme, incontournable de la littérature québécoise, L'hiver de force. Oui, c'est terrible, j'ai perdu mon édition à moi. Ma propre édition, oui, dans laquelle il y a plein de phrases soulignées. C'est un livre de la même époque à peu près là, que Les Mémoires d'une jeune fille rangée dans ma vie. C'est en fait en français en secondaire 5. Mon prof avait dit, il était dans les livres optionnels, il nous avait dit « Je vous le conseille pas nécessairement, c'est un peu une lecture difficile. » Alors évidemment, je l'ai choisi, ça, évidemment. Et j'ai pas regretté du tout. Je suis vraiment tombée radicalement amoureuse de Régent Ducharme. Et c'était votre première incursion dans l'univers? Okay. C'était le premier, j'en avais entendu parler beaucoup. Ma mère m'avait tellement parlé de La Vallée des Avalées, qu'elle avait lu, elle, en secondaire 5 aussi. Puis ça a été vraiment une révélation au point de vue du style, mais aussi, je pense que c'était le premier roman qui envoyait promener autant tout ce que j'avais appris de c'était quoi un livre. T'sais. Il n'y avait pas le ton québécois, il n'y avait pas le français, le classique soutenu. J'avais lu plus de littérature française avant. Puis il y avait aussi toute cette, le caractère absolutiste là, des personnages qui venaient particulièrement me chercher à 16 ans. Donc, il met en scène des personnages très marginaux, une critique des médias de masse aussi dans ce livre-là, toujours tout à fait d'actualité. Vous parliez de la langue, c'est vrai qu'on retient beaucoup cet aspect-là quand on lit Ducharme, les jeux de langage. Ça force, une de ses très, très grandes forces, en fait, c'est la façon magistrale dont il manie le langage. Puis c'est vrai que ça vient, c'est en rupture avec la littérature qu'on a pu lire avant au niveau québécois. Oui, en fait, je pense que j'ai vécu la révélation que les gens de l'époque, quand le livre est paru, ont dû vivre en lisant Ducharme. On fait « Wow, il y a une autre façon d'écrire au Québec. Puis c'est...
c'est plus représentatif peut-être de ce qu'on est. Puis j'aimais beaucoup aussi toute cette époque-là, la façon dont il parle de la culture populaire, de la politique, tous les jeux de coulisses avec les acteurs là, qui bitchent les uns les autres. En tout cas, tout ça, c'était assez fascinant quand même. Puis ça m'a amené après ça à évidemment lire presque tout le reste de Ducharme. Puis de le voir évoluer aussi. J'ai comme évolué avec Ducharme, dans le fond, parce qu'il y a des romans qui viennent plus tard, comme Va savoir, qui est moins... il y a moins des personnages enfants. Puis donc, j'ai comme évolué avec lui. Mais ça a été aussi une influence assez importante dans mon écriture, là. Il a fallu que je fasse un gros travail pour sortir Ducharme de partir de rien. Oui, de vous. Oui. Distancer. Oui, c'est ça. Et donc, après Ducharme, on va dans un registre complètement différent. Alors, vous avez choisi de nous parler d'un roman graphique, en fait, Blankets, une œuvre colossale de Craig Thompson. Assez gros, là. C'est presque 600 pages, je pense. Oui, il me semble, oui, quelque chose comme ça. Donc, plus récent comme lecture? Oui. Mais pas tant que ça, en fait. Non, c'est venu début de la vingtaine. En fait, c'est pas mal tous des livres. Je trouve qu'en fait, l'adolescence, le début de l'âge adulte, c'est une période où on est, j'ai l'impression, plus impressionnable, où les lectures vont peut-être plus nous marquer pour toujours. Puis ce livre-là fait partie de ça, là, en fait, de cette période-là où on peut être tellement renversé. Moi, ça m'arrive plus vraiment qu'un livre me renverse à ce point-là. Faut chercher plus. Oui, ça prend un peu plus. À un moment donné, on en a vu d'autres. On devient un petit peu plus critique. Tout à fait. Mais ce livre-là aussi, je l'ai lu plusieurs fois. En fait, je l'avais lu en français la première fois. Puis après, je l'ai trouvé en anglais chez Fichtre, la librairie qui a fermé aujourd'hui de bande dessinée. Puis je l'ai racheté en anglais parce que je voulais pouvoir le lire dans sa langue d'origine. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Ça, c'est l'édition en anglais. Puis... en fait, au départ, j'ai beaucoup aimé ce livre-là parce que bon, ça me rappelait ma première histoire d'amour. Ça raconte tellement une belle histoire entre le garçon qui dessine et la fille qui écrit. Bon, c'était un peu ça, ma première histoire d'amour. Et en même temps, après ça, quand on pousse plus loin, on voit tout le rapport avec la religion. Il se distancie de ça, il s'éloigne de sa famille, il devient plus autonome, il passe à autre chose. Puis en plus, le style, mon Dieu, le style, j'ai mis un post-it, cette page-là. C'est tellement... C'est beau, c'est beau, c'est beau. Non, au niveau, c'est un BDiste d'un talent exceptionnel. Les plans, les cadrages, il y a beaucoup d'aspects oniriques aussi dans cette bande dessinée-là, puis c'est rendu d'une façon exceptionnelle. C'est vraiment en même temps, il est très réaliste. Oui. Sur d'autres plans. C'est le jeu entre les deux, je pense, qui est intéressant. Tout à fait. Ça vous a ouvert, en fait, des horizons, cette lecture-là. Oui, vraiment. Mais merci beaucoup, Maude. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Des mots pour dire